Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, en ce mercredi 25 juin, 10 ans, c'est ce qu'a requis la cour d'appel d'Alger contre Boualem Sansal hier. L'écrivain franco-algérien est en prison depuis novembre dernier. Il est au cœur d'une grave crise diplomatique entre Paris et Alger. Arnaud Benedetti, président du comité de soutien en faveur de Boualem Sansal, sera avec nous dans un instant. Il nous racontera comment s'est déroulée l'audience d'hier et quels sont les espoirs pour la suite. La guerre entre Israël et Iran, pour Trump, les frappes américaines ont mis fin à cette guerre en détruisant le programme nucléaire iranien. Le président est contredit aujourd'hui par un rapport des renseignements américains, analyse et décryptage avec Renaud Girard, le chroniqueur international du Figaro. Et puis, en fin d'émission, je recevrai Jean-Louis André, l'essayiste, revient dans son dernier livre sur l'évolution du logement en France depuis les 30 Glorieuses. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Arnaud Benedetti, vous êtes le fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. Le procès en appel s'est déroulé hier à Alger. 10 ans de réclusion ont été requis. Quelle a été votre réaction? Quelle est votre réaction face à cette sentence? La colère, parce que, in fine, on s'attendait peut-être à un réquisitoire qui soit, en tout cas, plus clément que le premier réquisitoire lors du procès de première instance au mois de mars dernier. Et finalement, le procureur algérien est resté sur le même quantum de peine, qui d'ailleurs, en l'occurrence, double la peine qui a été appliquée à Boualem au mois de mars dernier. En mars dernier, on va le rappeler. Voilà, 5 ans de prison ferme. Donc le procureur est resté sur la ligne qui était la sienne, c'est-à-dire 10 ans ferme, ce qui en effet constitue, si cette peine était appliquée, quasiment une condamnation à mort de Boualem Sansal en prison, vu son âge, 80 ans. Donc en effet, c'est pour nous une très grande déception, parce que en plus, on espérait de ce procès qu'il envoie des signaux qui soient des signaux de décrue par rapport à la tension considérable que l'on connaît aujourd'hui entre Paris et Alger, entre autres sur le cas de Boualem Sansal. C'est pas en tout cas la stratégie manifestement politique des autorités algériennes. Manifestement, elles souhaitent continuer à mettre la pression sur les autorités françaises. En tout cas, c'est la façon dont nous disons, en tout cas, ce réquisitoire. Après, ce n'est que, j'allais dire, un réquisitoire. Donc, nous allons attendre, et nous restons quand même, malgré tout, relativement optimistes sur la suite des opérations. La suite des opérations, c'est quoi? C'est évidemment le verdict qui doit, en principe, être prononcé soit le 1er, soit le 2 juillet, c'est-à-dire dans une semaine. Et ensuite, évidemment, tout ce qui tourne autour de la fête nationale le 5 juillet. On va y revenir. Vous parliez donc de colère à l'énoncé de la sentence. Vous aviez quelques espoirs. Où étaient vos espoirs avant l'audience d'hier midi ? Les espoirs, compte tenu des messages qui nous étaient transmis, compte tenu des signaux qui nous étaient envoyés, c'est que finalement le quantum de peine qui serait réclamé par le procureur algérien soit inférieur à ce qu'il avait demandé lors de la première instance. Ce n'est pas le cas. Il a confirmé encore une fois le quantum qui avait été prononcé lors de la première instance. Donc de ce point de vue-là, en effet, c'est pour nous un grand désappointement, une grande colère, une grande indignation par rapport à quelque chose qui, bien évidemment, ne repose sur rien, c'est-à-dire sur tout simplement la volonté du pouvoir algérien de poursuivre, et je le crains, de faire du cas de Boualem Sansal un exemple à l'égard de tous ceux qui, dans la société algérienne, je pense notamment aux intellectuels, mais pas seulement, émettent un point de vue critique sur le régime et sa nature. Donc pour nous, il s'agit de continuer la mobilisation, bien évidemment, jusqu'à la libération de Boualem. Revenons sur cette audience, rentrons dans les détails. Comment elle s'est déroulée, combien de temps elle a duré, est-ce que Boualem Sansal a pris la parole? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé exactement hier? Alors, ce que l'on sait, c'est bien évidemment ce qui nous est rapporté par quelques témoins qui étaient sur place. C'est un procès éclair.
clair. Il faut savoir que ça a duré 10 minutes, en tout et pour tout, c'est-à-dire 10 ans pour 10 minutes de procès. C'est plus court que les procès soviétiques ou les procès staliniens. Boualem Sansal, physiquement, est apparu amaigri, le visage émacié, néanmoins combatif dans son expression. Il a bien évidemment réfuté et récusé de manière très énergique tous les chefs d'accusation que le pouvoir algérien et que le procureur et que les juges algériens font peser sur lui. Il s'est exprimé en français. Il n'a pas voulu s'exprimer en arabe alors que la juge l'interrogeait en arabe, et il a tout simplement dit que c'est pas risqué pour. Est-ce que c'est un choix personnel. En tout cas, moi, ce que je veux souligner, parce que c'est très important, c'est l'extrême courage de cet homme. Cet homme est aujourd'hui isolé, il est seul, il est malade, il a 80 ans, il est debout face à ses accusateurs. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. C'est une leçon, bien évidemment, d'encouragement pour son comité de mobilisation, mais c'est une leçon qui doit être aussi entendue par les autorités françaises. C'est-à-dire que face à un pouvoir qui est un pouvoir arbitraire, il ne s'agenouille pas. Et ça, je crois que c'est une leçon et un enseignement qui est capital. Son comportement nous dit quelque chose, en tout cas, de son état d'esprit, que l'on connaissait, bien évidemment, nous, ses amis. Mais face à l'adversité et à l'épreuve de l'adversité, il reste l'homme qu'il a toujours été, c'est-à-dire un homme qui ne renonce pas à exprimer ses idées, y compris lorsqu'une dictature, parce que malheureusement c'est une dictature, veut lui le faire taire. C'est sans doute la raison de s'exprimer en français d'hier. Oui, vraisemblablement. Alors vous savez, Boualem Sansal est francophone. Hein. Il parle français, et il parle vraisemblablement mieux français qu'arabe, en l'occurrence. Il faut le savoir pour ceux qui le connaissent bien. Mais c'est aussi, c'est ce qu'il dit. Il dit, de toute façon, je suis un citoyen français. Il l'a dit devant le tribunal. La juge a essayé de le pousser dans ses retranchements, en l'attaquant sur ses déclarations aux médias Frontières, en l'attaquant sur le contenu même de ses livres, en lui reprochant le contenu même de ses livres, en disant que le contenu de ses livres était trop politique. Ça en dit long, finalement, sur la conception que se font aujourd'hui les hiérarques algériens de la liberté intellectuelle et de la liberté d'expression. Il a refusé, bien évidemment, de répondre aux questions sur le contenu de ses livres, seulement en excipant le fait que c'était sa liberté d'écrivain d'écrire ce qu'il voulait. Donc encore une fois, ça nous dit quelque chose sur, je crois, l'extrême détermination qui est la sienne, et ça, d'une certaine manière, c'est encourageant parce que ça veut dire aussi que physiquement, malgré tout, il est en état de le faire. Et ça, c'est pour nous quelque part réconfortant. C'était plutôt un bon signe. Voilà. Parce qu'effectivement, il a 80 ans, il est atteint d'un cancer, c'est ça Oui, alors il est en principe traité depuis maintenant plusieurs mois, depuis son incarcération pour un cancer. Vous savez qu'il fait des allers-retours permanents entre la prison et l'unité carcérale de l'hôpital Mustapha. Il est a priori bien pris en charge de ce qu'on sait. Nous, c'est les retours dont nous disposons, qu'il faut prendre avec les plus extrêmes précautions, parce que ce sont des retours parcellaires, nous disent qu'il est traité. Il est traité et que nous ne devrions pas nous faire de soucis quant au traitement qui lui est prodigué. Sauf que nous ne connaissons ni les médecins qui le traitent, ni la nature, bien évidemment, du traitement qui lui est prodigué. Alors, est-ce qu'il faut qu'on croie sur parole, en tout cas, ce que disent les autorités algériennes aux autorités françaises? Je crois qu'il faut être là aussi extrêmement circonspect. Par contre, on a en effet un certain nombre de ses proches qui peuvent de temps à autre le voir. Son épouse le voit à peu près épisodiquement, une fois tous les 15 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Les messages qu'elle fait passer, mais des messages qui sont, j'allais dire, au gré de communication, qui sont quand même des communications très surveillées en Algérie, sont assez laconiques et nous disent, bon, globalement, ça va. Voilà. Il sait que le comité de soutien existe. Oui, il a pris connaissance des initiatives. Manifestement. Alors, il est certainement pas au courant de toutes les initiatives que nous menons dans le détail, mais il sait qu'il y a une mobilisation en France pour évidemment le sortir du cachot dans lequel l'ont jeté les autorités algériennes. Vous avez dit qu'il s'est exprimé hier en français. Il est apparu peut-être un peu affaibli, mais néanmoins dans un état d'esprit très combatif. Il était sans avocat hier ? Alors, le sujet est essentiel. Parce que, comme vous le savez, le premier avocat français, Maître Zimré, n'a jamais pu obtenir son visa. Les autorités algériennes lui ont toujours refusé ce visa.
Alors, les raisons n'ont jamais été, si vous voulez, dites officiellement, mais officieusement, on a fait comprendre que les origines juives de Maître Zimré pouvaient poser un problème dans son système de défense. Boualem Sansal a refusé. Là aussi, ce qui en dit long quand même sur sa combativité et son sens de l'éthique, malgré la difficulté qui est la sienne, a refusé de déconstituer Maître Zimré. Il a déconstitué ses avocats algériens, mais il n'a pas déconstitué son avocat français. Un autre avocat a été tout récemment adjoint à Maître Zimré, c'est Maître Cornu-Gentil, dont on espérait qu'il pourrait disposer lui-même d'un visa. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à lundi soir, on a cru qu'il disposerait d'un visa. Il n'a pas disposé de visa. Donc ce qui fait que Boualem Sansal, comme lors de la première instance, s'est défendu tout seul face à ses juges. Face à ces juges seuls. 10 ans de réclusion, ce sont donc les réquisitions, un jugement qui est attendu le 1er juillet prochain. Quels sont les scénarios là possibles? Quelles sont les options sur la table? À quoi on peut s'attendre? D'abord, premier point, c'est que le pouvoir algérien est très imprévisible. Donc il faut, j'allais dire, prendre conscience de cette imprévisibilité du pouvoir algérien. Ensuite, le pouvoir algérien est un pouvoir qui est polyarchique, c'est-à-dire avec des luttes de factions. Monsieur Tebboune n'est pas le seul, finalement, aux commandes. Et quelle que soit peut-être la volonté, sincère ou non, du président Tebboune de procéder à une grâce, il y a certainement au sein du pouvoir algérien des gens qui ne sont pas favorables à cette grâce. Donc ça, c'est aussi une réalité. Ce que l'on craint, nous, compte tenu de la façon dont le procès a été conduit, c'est-à-dire un procès exclusivement à charge par la présidente du tribunal, on craint que la peine qui soit prononcée soit au moins équivalente à celle qui a été prononcée en première instance. Mais une fois le procès passé, toute la question est de savoir, puisqu'on est très proche, en effet, de la fête nationale, si Monsieur Sansal pourrait bénéficier, en l'occurrence, d'une grâce présidentielle à l'occasion de cette fête nationale, qui a lieu le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance nationale de l'Algérie. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, les efforts convergent vers cette date, en espérant que peut-être nous aurons finalement une bonne nouvelle le 5 juillet, mais nous restons extrêmement prudents, extrêmement réservés, extrêmement circonspects, parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce des mesures de clémence et d'élargissement de Boualem Sansal. À 2 reprises déjà, c'est arrivé, et malheureusement, la réalité, c'est que nous sommes confrontés à chaque fois à un mur et à la fermeture du pouvoir algérien. Que comptez-vous faire, vous, au comité, d'ici le 1er juillet, Alors nous, on compte bien évidemment continuer à se mobiliser. On attend maintenant avec impatience le résultat du procès. On a une opération de soutien à Boualem Sansal le 1er juillet à Toulouse. Vous savez quelle heure est attendue la décision? Vous savez, c'est très difficile. Si c'est le 2 juillet, en général, ce sera plutôt vers 10h du matin. C'est en général 10h, 10h30 le matin. Que ce genre de choses se déroule. Donc on a une grande soirée de soutien le 1er juillet prochain à Toulouse. Nous, on va continuer à mobiliser les élus. Vous savez, le comité de soutien, depuis le début, je veux dire, s'est fixé 2 ou 3 objectifs qui sont essentiels. Maintenir, si vous voulez, l'intérêt médiatique et l'attention médiatique autour de Boualem Sansal, parce que c'est absolument essentiel comme levier vis-à-vis de l'opinion et comme, j'allais dire, levier vis-à-vis des autorités algériennes, dont on sait quand même qu'elles ont été surprise par le fait qu'il y ait une mobilisation en France pour Boualem Sansal. Ça les a surpris. Oui, ça les a quand même surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait quand même une mobilisation des intellectuels, une mobilisation de politiques aussi. Il faut savoir que le comité de soutien comprend près de 350 parlementaires de 20 nationalités, des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, de nombreuses personnalités de la société civile. Donc, et surtout, c'est un comité de soutien international. Il faut le noter, on a plus de 20 nationalités. Donc cet aspect-là reste très important. Il faut bien évidemment. Ça peut influencer sur le pouvoir algérien, même si vous l'avez rappelé, il est imprévisible. Ça joue quand même sur les autorités françaises pour qu'elles n'oublient pas le cas de Boualem Sansal. Et ça ne peut pas de toute façon être inutile dans la relation que les autorités françaises vont nouer avec Alger. Ensuite, l'européanisation et l'internationalisation du cas de Boualem Sansal est très importante. Le fait qu'on ait voté au Parlement européen, à l'initiative d'ailleurs du comité de soutien, une proposition de résolution au mois de janvier demandant la libération sans condition immédiate et la suspension de la renégociation de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie est un point qui est quand même important, qui montre qu'il y a une pression qui va au-delà de la France pour faire libérer Boualem Sansal. Donc cet aspect-là, on va
continuer bien évidemment à le mener. Maintenant, nous sommes dans l'attente du 5 juillet. Après le 5 juillet, soit nous avons une libération immédiate de Boualem Sansal, et là on peut considérer que ça sera la meilleure des nouvelles qui puisse arriver, soit nous avons une décision qui est intermédiaire, c'est-à-dire la possibilité d'une grâce, d'une libération, mais assortie, et ça on a une crainte là-dessus, de ce que l'on appelle une interdiction de sortir du territoire national, les fameuses ISTN, et là on s'inquiète parce que... Donc il serait libre mais enfermé en Algérie. Mais enfermé en Algérie, et là on a des craintes parce que compte tenu des campagnes médiatiques qui ont été menées depuis 7 mois contre Boualem Sansal, on a des craintes même pour sa sécurité dans une configuration de ce type. Troisième hypothèse, c'est que finalement il ne sorte pas et que les autorités algériennes continuent à le garder en prison et à faire pression sur les autorités françaises, et là bien évidemment il faudra vraisemblablement pour les autorités françaises qui jusqu'à présent ont privilégié ce qu'ils appellent la stratégie diplomatique, changer vraisemblablement de stratégie et changer de braquet. Il y a eu des petits pas ces derniers temps entre les différentes personnalités politiques françaises et politiques algériennes. Je pense au président notamment de la commission des affaires étrangères, Bruno Fuchs. Il a reçu, je crois, son homologue à l'Assemblée nationale dernièrement. Il y a aussi, il y avait, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, des relations économiques entre la France et l'Algérie. Il y a une délégation d'industriels qui est venue récemment en France. Est-ce que ça... Il n'y a pas eu de... Il y a une tension considérable, peut-être la plus forte tension que la France ait connue avec l'Algérie depuis l'indépendance. C'est certainement la crise la plus forte, en effet. Je rappelle que notre ambassadeur de France a été rappelé et reste toujours à Paris pour l'instant. Il en va de même d'ailleurs pour l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Il y a des petits signaux, mais ça reste encore très epsilonesque. La réalité, c'est que pour l'instant, tout cela se fait vraisemblablement à très bas bruit, ce que l'on peut comprendre, mais nous n'avons aucune certitude. Compte tenu en plus, vous le savez bien, d'une crise qui s'est à nouveau réintensifiée suite à l'arrestation d'agents consulaires de l'ambassade de France, de l'ambassade d'Algérie à Paris, suite à la tentative d'enlèvement d'un opposant algérien au mois d'avril dernier. Donc on reste quand même dans une situation d'extrême conflictualité avec Alger. L'un des moyens, j'allais dire presque de revenir, ou en tout cas de faire baisser la tension, c'est évident, ça serait la libération de Boualem Sansal. Vous attendez un mot, une déclaration du gouvernement français, du président de la République? Est-ce que par ailleurs il y a eu un signe de leur part suite à la sentence? Vous savez, il faut mieux, non, le silence est plutôt privilégié à l'heure actuelle. Pour l'instant, clairement, d'abord, on n'a pas eu de déclaration officielle depuis le réquisitoire qui a été prononcé hier du côté français. Manifestement, ce que l'on sait, c'est que la stratégie pour l'instant qui est développée jusqu'au 5 juillet, c'est une stratégie de l'extrême discrétion. Donc on peut la comprendre pour l'instant, en espérant qu'elle porte... Nous, écoutez, pour l'instant, on considère qu'il y a une date qui est une date très importante, un point d'étape capital, c'est le 5 juillet. Donc on jugera, si vous voulez, le fruit de l'arbre de la discrétion au résultat du 5 juillet. Encore une fois, si le 5 juillet, Boualem Sansal n'est pas libéré, là, en la matière, il faudra que ceux qui ont charge aujourd'hui le dossier Sansal au plus haut niveau de l'État s'interrogent sur leur stratégie. Je crois qu'il faudra à ce moment-là changer de stratégie. Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Et puis bien sûr, on suit cette histoire, cette incarcération de Boualem Sansal depuis le début, et on en reparlera bien sûr peut-être avec vous le 1er juillet, et on espère le retrouver très vite sur ce plateau sur lequel il est venu régulièrement. Merci d'avoir été avec nous en direct. Après 12 jours d'une guerre lancée par Israël sur l'Iran, le Premier ministre israélien s'est félicité. Pour lui, il s'agit d'une victoire historique. Il confirme que le projet nucléaire iranien a été détruit. C'était hier soir. Je vous propose de l'écouter, et puis ensuite on se retrouve avec le chroniqueur international du Figaro, Renaud Girard. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין, ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. ואכן,
בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Bonjour Renaud Girard, Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, chroniqueur international. Hier, les médias américains rapportaient un document classé secret défense du renseignement américain qui disait que les frappes américaines ont retardé le programme nucléaire mais ne l'auraient pas détruit. Ça contredit ce qu'a dit et ce que continue à dire Donald Trump, qui les a par ailleurs injuriés ce matin à la S et ces médias américains. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ces destructions du programme nucléaire on n'en sait pas grand-chose parce que je ne pense pas qu'il ait pu y avoir une inspection américaine, un commando américain des services de renseignement américains pour aller à Fordo et à Ispahan et à Natanz pour voir exactement, surtout à Fordo où ont été jetées les bombes GBU 57 qui font 14 tonnes, pour voir exactement quels ont été les dommages. Alors, sans doute, certains tunnels ont été bouchés. C'est pas sûr que tout a été détruit. Les centrifugeuses, qui sont des machines assez fragiles, ont quand même dû être endommagées par toutes ces vibrations, ça c'est sûr. Je pense qu'elles ne peuvent plus être utilisées. Mais vous savez qu'on a vu un convoi de voitures à Fordo, juste avant les bombardements. Il n'est pas impossible que les Iraniens aient déménagé un certain nombre de centrifugeuses. Quant à l'uranium qu'ils avaient déjà enrichi, donc 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, à la qualité militaire c'est 90%. Ça représente des lingots, comme c'est très dense, l'uranium, c'est un petit volume, et une mallette. Facilement transportable. Bien sûr, très facilement transportable. Donc ils ont dû le transporter ailleurs, mais évidemment que les Iraniens ne sont pas à deux doigts d'avoir la bombe atomique, parce que d'abord il va falloir remettre cet uranium sous forme de gaz pour l'enrichir, ensuite, etc., etc. Mais ce qui est difficile dans la bombe atomique, c'est la détonique, c'est-à-dire c'est très délicat de construire le détonateur qui en fait entoure la matière fissile. En fait, de construire la bombe en tant que telle, c'est ça. Voilà, et de ce qu'on appelle en anglais la weaponisation, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement, c'est un pays du seuil, c'est-à-dire ils ont les technologies, ils peuvent l'assembler, mais cet assemblage est difficile et il faut faire des expériences parce que la détonique est très compliquée et très fine. Donc ça, c'est encore une autre étape. Oui. Alors, hier, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran de 24 heures. Est-ce qu'il tient à peu près ce cessez-le-feu et quelle est l'issue après le cessez-le-feu? Alors, le cessez-le-feu tient puisque Trump a osé taper sur la table, notamment face aux Israéliens. Oui. Il doit vraiment se calmer. Voilà. Il y a eu toute une chorégraphie avec les Iraniens. C'est que les Iraniens, après avoir reçu ces 14 bombes GBU, ont tiré 14 missiles sur une base du Qatar, mais en prévenant à l'avance les Américains, etc., pour qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas d'escalade. Donc ça a été assez bien géré. Haute, entre guillemets, ce qui est important, c'est que Trump a laissé la possibilité aux Iraniens de sauver la face, puisque c'est que les Iraniens ont toujours dit que la bombe atomique c'était haram, que c'était contre la religion, qu'ils n'en voulaient pas. Bon, on n'est pas forcé de les croire, évidemment. On n'est pas obligé de les croire. Pas obligé de les croire. Mais c'est c'est la doctrine. C'est la doctrine officielle. C'est pas officiellement, ils disent aussi la doctrine officielle d'Israël qui a 150 bombes nucléaires, on n'en parle pas. La doctrine officielle de la France, c'est de dire oui, on a des bombes nucléaires pour notre dissuasion. Voilà. Donc
Mais en tout cas, ils peuvent sauver la face, puisqu'il dit, a dit Trump, il faut que l'Iran redevienne une grande puissance commerciale, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire du business, il est pro-business, Trump. Ils ont beaucoup de pétrole, voilà, et grande puissance commerciale que l'Iran était du temps du Shah, mais aujourd'hui, la République islamique est très appauvrie par les sanctions économiques américaines et européennes qui pèsent, surtout américaines d'ailleurs, qui pèsent sur très très lourdement l'Iran. Sur le pays. Voilà. 12 jours, 13 jours après le début des hostilités menées par Israël sur l'Iran, on peut dire que le grand vainqueur, c'est le Premier ministre israélien? Ah oui, alors lui, il a tout gagné parce que il a gagné intérieurement, puisque sa popularité est gigantesque. Aujourd'hui, il a 61% d'opinion très favorable, à laquelle s'ajoute 19% d'opinion favorable. Donc il est à 80%, si vous voulez. Beaucoup d'autres leaders de démocratie occidentale rêveraient d'avoir ces scores-là. Il a fait un peu... Alors, internationalement, il a fait oublier le drame de Gaza, qui va revenir sur la scène, mais voilà, on l'a un peu oublié. Il faudra qu'il fasse quelque chose. Il ne peut pas laisser l'affaire en l'état. Et puis, alors, il a gagné... Alors, non seulement il a fait en sorte, et ça a beaucoup rassuré les Israéliens, il a accroché les États-Unis derrière Israël, comme si c'était le petit État d'Israël qui faisait la politique étrangère du grand État américain. Hein. C'est le grand aigle américain qui suit le faucon israélien. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas le faucon israélien qui suit le grand aigle royal américain. Et donc ça, c'est un grand succès. Et puis, il a obtenu les félicitations de la première puissance économique européenne, qui est, hélas, l'Allemagne et pas la France, l'Allemagne, qui a dit, le chancelier Merz a dit publiquement qu'en fait, Israël avait fait le boulot que les Européens n'avaient pas le courage de faire, mais qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Après ces victoires menées par le Premier ministre israélien, quel est le plan, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une stratégie, une vision politique? Alors, c'est une victoire. Comment on transforme les guerres militaires? Tout à fait. Alors, je pense que c'est une victoire tactique, puisque les Israéliens ont réussi à détruire l'ensemble des défenses antiaériennes iraniennes. Ils sont comme chez eux avec leurs drones et leurs chasseurs bombardés dans le ciel. Chez eux avec le Mossad, qui est très infiltré. Et le Mossad aussi très infiltré. Ça, c'est des belles victoires tactiques. Je ne pense pas qu'il y ait une victoire stratégique. Je pense que ces guerres préventives ne résolvent pas les situations. Si vous voulez vraiment éradiquer le programme nucléaire iranien, il n'y a qu'une seule méthode, Emmanuel. Laquelle, Bruno? L'assentiment des dirigeants iraniens. C'est ce qui avait été obtenu par l'accord du 14 juillet 2015, façonné par Obama et Kerry, où que les Iraniens avaient entièrement respecté. Il y avait eu 11 inspections successives de l'AIEA qui avaient dit que les Iraniens satisfaisaient, c'était après 2015, jusqu'à ce que Trump se retire unilatéralement de cet accord de dénucléarisation de l'Iran, qui a été passé comme résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, quand même, il s'en est retiré unilatéralement. Comme les Français et les Allemands n'ont pas pu faire en sorte, parce qu'ils n'ont pas la puissance du Trésor américain, faire en sorte que le commerce continue avec l'Iran. Les banques ont eu trop peur des représailles du Trésor américain, et donc un système de sanctions de fait a continué à s'appliquer contre l'Iran à cause des États-Unis d'Amérique, et ils ont repris donc l'enrichissement à partir de 2020. Mais le Grossi, le patron de l'AIEA, le gendarme du monde atomique, a dit qu'il n'avait pas la preuve que les Iraniens préparaient
vraiment ce qu'on appelle la weaponisation, c'est-à-dire la bombe atomique elle-même. Ils ont tous les éléments pour construire la bombe, mais pas la bombe atomique. La bombe atomique elle-même. Vous parlez de l'assentiment. Oui, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut l'avoir là Alors, on ne sait pas. Il faudra leur donner quelque chose. Parce que le régime est très affaibli. Il faudra. Oui, mais peut-être que le régime voudra se sauver lui-même. Il faudra lui donner quelque chose. Il faudra lui donner. Trump l'a promis. Des barres d'enrichissement pour faire fonctionner la centrale à électricité nucléaire de Boucher, qui est construite par les Russes. Mais il faut bien de l'uranium, mais ça, les Américains peuvent le fournir. On peut y avoir une coopération pour la production de cet uranium faiblement enrichi. Pour les centrales électriques, c'est de l'uranium enrichi à 4%. Donc ça, et puis évidemment, si on veut qu'ils abandonnent leur programme nucléaire et leur programme de proxy, qui est quand même détruit, puisqu'ils ont perdu la Syrie, ils ont perdu le Liban, ils ont perdu les outils, voilà, ils ont tout perdu, eh bien, il faudra leur donner quelque chose. Mais le business, c'est ce que propose. Le business, le pétrole, il en a parlé d'ailleurs ce matin. Tout à fait. Parce que quand même, le programme nucléaire iranien, c'était aussi un peu l'assurance vie du régime. C'était le joyau de la couronne du régime, et toute la politique militaire de force du régime, c'est-à-dire construire un axe de proxy, l'axe chiite, Beyrouth, Damas, Bagdad, Téhéran, tout ça est tombé par terre. Le programme nucléaire aussi était très retardé. Donc c'est une faillite. C'est un mauvais choix stratégique de la part des Iraniens. Le peuple leur en voudra peut-être, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais il y a une vraie offre de Trump, puisqu'il a dit la grande nation iranienne, il a mis, voilà... Ça, c'était ce matin, les propos ce matin, c'est ça? Tout à fait, mais voilà, hier encore, la grande nation iranienne, et donc il les traite pas mal, il les humilie pas, et ça c'est très important. Les Américains ont toujours dit qu'ils n'étaient pas en guerre contre l'Iran, et l'Iran lui-même a dit qu'il n'était pas en guerre contre l'Amérique, donc ça c'est très important. Et que là maintenant, il faut passer une phase de négociation, de reconnaissance diplomatique, de réouverture après 50 ans des ambassades qui ont été fermées, et de faire en sorte que l'Iran redevienne la grande puissance, je dirais, commerciale et même culturelle du Moyen-Orient, puisque vous savez que la population iranienne est très éduquée, et notamment les filles, les femmes vont autant à l'université que les garçons en Iran. En Iran. Il y a une alternative là au régime des mollahs. Il peut rester en place. Alors, écoutez, c'est pas ce que les Américains ont enfin compris, c'est que ça ne marche jamais de changer les régimes de l'extérieur en terre d'islam. On a essayé en Irak, en Libye, etc. Non, on met le chaos et on empire les situations, en fait. Donc il faut que ça vienne de l'interne. C'est pas à nous. Les Américains ont chassé en 1953 le Premier ministre nationaliste Mossadegh, parce qu'il avait osé nationaliser le pétrole. Eh bien, ça n'a pas tenu très longtemps, puisque finalement, le Shah qu'il avait remplacé, la solution du Shah a tenu 25 ans, mais pas plus, quoi. Donald Trump est au sommet de l'OTAN aujourd'hui. Une actualité avec la guerre Israël-Iran qui balaie et qui fait passer au second plan ce qui nous occupe, nous, sur le territoire européen, c'est aussi l'Ukraine. À quoi s'attendre de ce sommet? C'est un sommet qui va être décisif. Qu'est-ce que vous allez guetter, vous, Renaud Girard? Vous avez déjà vu que le secrétaire général de l'OTAN a fait le tweet le plus faillot de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez lu son tweet où il dit c'est Mark Rutte sur Pourquoi c'est le plus faillot? Il faut le lire, c'est extraordinaire, quoi. Il dit le grand Donald, tu nous as libérés d'une menace. Il sait que Donald Trump aime flatter. Voilà. Mais là, c'est tellement basique, si vous voulez. Là, on comprend que le général de Gaulle nous est retiré de l'organisation intégrée, militaire intégrée, quand on voit ça, et cette soumission. Il était très affable aussi ce matin. C'était incroyable. Peu importe. Heureusement que nous ne parlons pas comme ça. Il s'agit de faire jouer
sur l'article 5, mais vous avez vu que Trump, avant de venir, il a dit l'article 5, dit « Oh, bah oui, vous savez, il y a plusieurs interprétations. » L'article 5, c'est l'article de solidarité. Des alliés, voilà, automatique en cas d'agression, voilà. Et il a dit bon, enfin, j'ai beaucoup d'amis à l'OTAN, je crois qu'il y a une trentaine de pays dans l'OTAN, voilà. Mais ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire ceux qui m'achètent des armes américaines. Hein. Et en fait, les Européens sont très soumis. Vous savez que sur les armes que les Européens fournissent, payent à l'Ukraine, plus de 60% sont américaines. Alors, l'argent européen va à l'industrie, au complexe militaro-industriel américain, alors qu'en Europe, on fabrique quand même aussi des armes. Oui, et il faut qu'on monte en gamme sur cette production d'armes. Un petit mot, ce que leur file l'Ukraine pendant ce temps-là c'est quand même au programme. Hein, L'Ukraine est au programme, Zelensky sera là. Je pense que l'Ukraine a montré sa résilience, a montré qu'en fait il était capable de résister, que Poutine se trompe, que en fait les généraux ont dû mentir à Poutine, lui expliquer que le front ukrainien allait s'effondrer comme s'est effondré le front allemand contre la France en août 1918. Eh bien non, le front ukrainien, la guerre des drones, les Ukrainiens maîtrisent, le front ne s'effondrera pas, et Poutine fait une erreur stratégique cardinale s'il, en n'acceptant pas l'offre en or de Poutine, du cessez-le-feu, de Trump, du cessez-le-feu, parce que il donnait l'occasion à Poutine, Trump donnait l'occasion à Poutine de se tirer la chemise sèche de son aventurisme militaire de 2022, parce que il proposait la normalisation des relations américano-russes, le business, la levée des sanctions, etc. Et je comprends pas que Poutine n'ait pas saisi cette offre en or. En or. Merci Renaud Girard d'avoir été avec nous en direct. Merci de votre analyse et décryptage. On vous lit bien sûr dans le Figaro. Tous les mardis. Tous les mardis. Hier, votre chronique était évidemment consacrée à cette guerre Israël-Iran, une guerre préventive à l'utilité discutable. Elle est en ligne et toujours possiblement à lire, effectivement. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. La maison, notre maison, c'est un peu plus que 4 murs et un toit sur la tête. C'est notre chez-soi, un refuge dans lequel on se replie quand rien ne va plus à l'extérieur. Mon prochain invité revient justement sur l'histoire du logement et sa place dans la vie des Français. En attendant qu'il me rejoigne, je vous propose d'écouter le directeur général du Grand Paris Aménagement. Selon lui, le logement, c'est l'enjeu de toute une vie. Et on se retrouve ensuite avec mon invité. L'enjeu du logement, en fait, c'est l'enjeu de toute une vie. On ne peut pas travailler sans logement, on ne peut pas grandir, s'épanouir, fonder une famille. En fait, vivre toutes les étapes de sa vie, c'est une nécessité absolue pour toutes et tous. Et c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu de société primaire. En fait, tant que tout va bien, on ne se rend même pas compte qu'on en a besoin. Mais dès qu'il fait défaut, dès qu'on a du mal à y accéder, là, c'est la catastrophe. Et ce sont des vies entières qui se délitent. Et c'est pour ça que avoir une bonne offre de logement en adéquation avec les besoins, ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis André. Bonjour. Vous êtes réalisateur, essayiste. Après, vous êtes intéressé notamment lors de votre dernier ouvrage à ce que mangeaient les Français. Vous êtes intéressé au logement des Français, à l'évolution du logement au fil des années et des époques. Le sujet s'est imposé parce que comme la nourriture, le logement, eh bien, c'est central dans la vie, c'est ça ? C'est surtout deux manières de rentrer chez les gens. Oui. Soit pour être invité à manger, soit pour aller voir comment ils vivent. Donc c'est une manière effectivement d'être au plus près du quotidien et de raconter notre société, l'évolution de notre société par son côté le plus intime.
le côté le plus intime. Le rêve d'habitat français, ça reste la maison avec le jardin, le petit pavillon. Le petit pavillon dans toute la Villa Mon Rêve. Du tronc. Voilà. Et puis la Villa Mon Rêve aussi, qu'on voit partout. Oui, et pour plein de raisons qu'on pourrait détailler, hein, parce que c'est une maison dont on peut faire le tour, parce qu'on n'a pas de voisins, parce que, enfin, en tout cas, on a l'impression de ne pas en avoir, parce que surtout, on a l'impression qu'on va pouvoir se l'approprier, en faire quelque chose qui ressemble à soi. On va pouvoir. C'est ça la clé de l'adhésion, enfin de l'envie d'avoir une maison, c'est aussi la projection de soi, de façonner quelque chose. De façonner quelque chose et d'y mettre son intériorité. Et moi, je me suis beaucoup intéressé dans le livre à l'évolution de ces maisons qui sont quand même un peu toutes pareilles, puisque souvent, quand on achète une maison, c'est un pavillon et on n'a pas forcément les sous pour avoir un grand architecte. Donc, c'est souvent des maisons qu'on achète sur catalogue. Et pourtant, vous les regardez 20 ans, 30 ans après, tous ces lotissements où les maisons étaient toutes pareilles, il n'y en a plus une qui est la même. Parce que les gens braconnent, quoi. Ils mettent un petit nain, un petit Bouddha. Il faut des Bouddhas aujourd'hui, des jardins zen. On est passé des petits nains de jardin aux Bouddhas, c'est ça ? Les Bouddhas, ouais. Je crois, oui. Alors c'est un idéal, on va y revenir à ces maisons, mais c'est un idéal qui est de plus en plus difficile à atteindre. Alors oui, d'avoir une maison individuelle. C'est d'ailleurs, à mon avis, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, parce que c'est un des grands problèmes de notre société. Hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois une survalorisation de notre maison, on a envie, tout le monde est un peu... Ça devient un peu notre showroom, quoi. Dis-moi qui tu es, dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Et en même temps, ça devient de plus en plus difficile de l'avoir, parce que il y a une pénurie de logements, parce que les prix sont énormes. Est-ce que vraiment les gens ont envie... ressemble aux petits 2 pièces qu'on habite dans Paris quand on est étudiant. Une envolée des coûts, et puis on se souvient des propos d'Emmanuelle Wargon, elle était ministre déléguée du logement en 2021, elle avait dit, et ça avait fait beaucoup de bruit, le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Mais oui, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, mais qui brise les rêves quand même. Et du coup, peut-être qu'il faut effectivement réfléchir. Et c'est un vieux problème à la manière de vivre et de concilier le logement individuel et l'habitat collectif. C'est-à-dire comment on peut le densifier. C'est un vieux rêve qu'on voit apparaître dès les années 50 d'ailleurs, de savoir comment on peut faire des gros blocs, mais en même temps dans lequel chacun se sentirait comme dans sa maison. C'est le vieux rêve de l'architecture. C'est un peu le Graal de l'architecture, la pierre philosophale qu'on n'atteint jamais, quoi. Vous revenez effectivement dans votre livre sur les différentes périodes de logement de la France et ces fameux grands ensembles qui, au départ, étaient signes, symboles de progrès, de modernité. On a oublié ça. Ah oui, alors il y a des témoignages. C'était la modernité absolue. C'est la modernité pour les gens qui l'habitent, parce que tout d'un coup, il y a des ascenseurs, il y a des salles de bain, on sort des logements de centre-ville qui sont un peu très vétustes en France. Qui ressemblent à quoi, justement, par contraste, alors? Les logements de centre-ville, c'est ceux de ma grand-mère, quand j'étais, de mes 2 grands-parents, par exemple, où dans aucun des deux, c'est à Marseille, c'est dans un quartier super résidentiel, le centre-ville, place Castellane, et dans aucun des deux, il n'y a la salle de bain, dans aucun des deux, il n'y a d'ascenseur pour monter au 3e étage, dans aucun des deux, il y a de chauffage, autre que la cuisinière à charbon. Voilà, on vit comme ça quand même. C'est les années 60, 70, 70. Oui, c'est pas si lointain. C'est pas si lointain que ça. Donc tout d'un coup, on arrive dans le grand ensemble et tout d'un coup, il y a de la lumière. Et pour les architectes, c'est aussi, on croit aujourd'hui que les architectes se sont fait avoir, non, ils sont très fiers de faire ça à l'époque, parce que comme on a un peu laissé, ils sont fiers parce que c'est du monumental, parce que c'est une marque forte de la présence de l'État qui a laissé tomber un peu le logement depuis les années 30. Les logements se sont un peu décrépits, comme on disait. Et tout d'un coup, regardez, on intervient, on fait quelque chose et on fait quelque chose pour vous. Ça donnera, même si c'était un ennemi de tout ça, un adversaire de tout ça, dans les années 80, la fameuse formule de Ricardo Bofill, je veux construire Versailles pour le peuple. Ricardo Bofill, un architecte d'origine espagnole que vous avez bien connu. Ah oui, avec lequel j'ai travaillé, qui était un peu mon père spirituel. On a écrit un livre ensemble, et lui, c'est la période des années 80, c'était la réaction aux grands ensembles, c'était de dire comment on peut remettre de la culture dans tout ça, comment
on peut remettre dans des quartiers de logement, Antigone, de toutes les villes nouvelles autour de la région parisienne, comment on peut remettre de la culture, des références à l'Antiquité grecque, romaine, etc. Reconstruire des espaces publics, c'était ça aussi Bofill. Alors il a été très contesté, notamment parce qu'il ne mettait pas de balcon. À Antigone, on lui reprochait, Antigone à Montpellier, on lui dit comment tu peux ne pas avoir mis de balcon. C'est vrai, un balcon à Montpellier, ça c'est vrai, mais c'est sens. Hein. C'était lui, il avait une réponse. Il disait c'est très difficile à composer des balcons sur une façade. Et puis il disait surtout, moi je suis espagnol. Donc moi quand j'ai envie de sortir, je vais dans la rue. Donc ce que j'ai soigné, c'est l'espace public. C'est sortez. Enfin la maison, c'est la maison. Et puis il y a la rue, et puis il y a les terrasses, et puis il y a les rues piétonnes que j'ai construites. Voilà, sortez. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique-là. Aujourd'hui, on est plutôt dans une optique rentrez, faites venir votre repas, faites du cocooning. C'est ça le grand changement. Hein. C'est la maison actuelle ou le logement actuel. C'est le tout chez soi. Le tout chez soi. Jusqu'à clôturer son espace d'extérieur. Oui, et puis moi, je me suis amusé à lister ces petites choses qui normalement, on va chercher ailleurs, mais qu'on ne va plus chercher ailleurs, qu'on va faire rentrer chez soi. Le home cinéma, la piscine, c'est la mer à la maison, l'îlot central dans la cuisine, qui en fait est un peu la cuisine du chef, hein, ce qui reprend un peu l'idée de j'ai le chef et c'est moi, et il est à la maison. Voilà. Et puis bien sûr, toutes ces armées de jeunes gens qui pédalent à chaque repas pour venir nous livrer le repas, pour pas qu'on manque une série Netflix, quoi. Donc il y a eu effectivement un recentrage, un repli. On appelait ça C'est depuis le Covid ou c'était déjà avant, un petit peu à Non, c'est avant. C'est avant. C'est cette mode dont les magazines féminins ont beaucoup parlé, hein, la mode du cocooning, du recentrage, etc. C'est une espèce de truc où on dit, c'est chez soi qu'on échappe un peu à la pression sociale. Ouf, mettez des choses douces, votre peignoir, etc. Et vous allez vous retrouver vous ressourcer. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80. Oui, vous êtes Marseillais, vous écrivez dans votre livre que quand vous retournez justement dans la banlieue de Marseille, vous ne reconnaissez plus les extérieurs, parce que tout le monde a monté des clôtures, des portails opaques. C'est typique, je pense. Enfin, ça, effectivement, on peut le dater au Covid, après le confinement. Au confinement, c'était vraiment un moment où on reste chez soi. Donc, stay at home, c'est vraiment, c'est presque le titre du livre. Et on est dans ce jardin. Et ceux qui ont un jardin, ils en profitent. Et comme ils en profitent, ils se disent, finalement, c'est une pièce en plus. Et donc, il est investi de tout ce qu'on met dans une pièce d'habitation. Et à partir de ce moment-là, on le clôture. Hein, on le dérobe, on le clôture. Alors, on dit que c'est pour pas qu'on rentre dedans, mais en réalité, c'est pour pas qu'on jette un regard dedans, pour pas être exposé à la vue des autres. C'est pour ça qu'il y a une explosion du marché de la clôture opaque. On opacifie, il y a du plastique, il y a des bois, il y a tout ça pour ne plus qu'on puisse voir. C'est un peu dommage. Moi, je suis un grand promeneur urbain, j'aime beaucoup me promener, et j'aime bien quand même apercevoir des choses. Je ne dis pas être là dans un regard de voyeur, mais apercevoir ce qui se passe derrière une clôture, etc. Et les montrer, dissimuler. C'est aussi une envie de sécurité peut-être aussi, ou enfin, je sais pas. Je crois que la sécurité est un alibi. Ouais, c'est surtout parce que c'est pas parce que en fait le mur est très haut. On n'est pas en Afrique du Sud où les murs sont très hauts. Il y a des barbelés en dessus, quand même. Quelle est l'influence des enseignes de décoration et de design bon marché sur nos intérieurs, parce que vous parlez de cette volonté de chacun de façonner à son image. Oui. Elles ont explosé ces propositions en tout cas de voilà, c'est qu'en même temps, on a aujourd'hui, Action va par exemple démocratiser ça à très bas prix, mais on a ce que j'ai appelé une Airbnbisation, si vous voulez, de l'esthétique, c'est-à-dire que je sais pas, déjà la maison, on en a fait un Airbnb souvent d'une de ces maisons. On s'est mis, les gens qui en avaient deux en ont transformé une. Donc ils sont allés acheter des meubles particuliers avec des choses en raffia autour, des cadres un peu jolis, le petit paillasson marqué Welcome devant. Enfin, il y a toutes sortes de petits éléments qu'on est allé chercher. Et à son tour, comme on les a vus, à son tour, ces éléments de déco s'introduisent dans la maison. C'est une espèce de... Et c'est un vrai... Là aussi, il y a une espèce de tension, parce qu'à la fois,
on voudrait que la maison nous ressemble et en même temps on va acheter des choses. Une uniformisation, c'est ça, des du choses, goût, un peu ben ouais, en même temps on n'a pas d'autre choix parce que c'est à cause de l'argent aussi. Oui. On n'a pas d'autre choix que d'aller les acheter dans des chaînes et que bon, tout ça fait que ça se ressemble finalement tous nos intérieurs. La maison 2025, elle a des comment dire, des hits, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vous parliez de l'îlot central, mais maintenant dans toutes les maisons, c'est quoi aussi dans la salle de bain? C'est la fameuse la douche à l'italienne. La douche à l'italienne. La douche à l'italienne. Oui. La vasque, plus le lavabo, mais la vasque. Et moi-même, j'avoue que j'y ai succombé à cette mode-là. Et on s'aperçoit une fois qu'on a la vasque, c'est pas du tout pratique parce que la savonnette, on sait plus où la mettre. Donc c'est très joli sur une photographie, dans les pages déco, mais pas très pratique en fait, c'est ça. Et surtout la vasque, c'est un peu la vasque comme la douche à l'italienne. Si on reprend l'idée on prend des choses pour lesquelles autrefois on sortait pour aller les faire. La vasque à l'italienne, c'est tout d'un coup les thermes à la maison. Là. C'est d'un coup, on est une petite station thermale chez soi, quoi. Oui, comme les bains à remous, les choses comme ça. C'est toujours cette tendance-là. L'âge d'or du pavillon, c'est quoi? C'est les années 80, c'est ça? Oui, alors c'est toujours maintenant, quand même, ça continue à se construire. On est un peu, les promoteurs sont un peu limités par par la loi, par la possibilité d'artificialiser les sols et l'obligation de combler les dents creuses. Hein. Mais c'est vrai que l'âge d'or du pavillon, c'est un peu les années. Pour moi, c'est les années 80-90. D'ailleurs, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on fait dans ma propre famille. C'est des époques c'est l'époque où mes parents quittent le centre-ville pour aller, comme beaucoup de Français, pour aller vivre dans la périphérie, dans un pavillon, dans une espèce. Ça apparaît un peu comme le couronnement d'un parcours social à cette époque-là. Et c'est intéressant parce que du coup, en fait, on a, on a aujourd'hui une histoire du pavillon. C'est-à-dire que quand on se promène dans les lotissements, ce que j'ai beaucoup fait, on s'aperçoit que le pavillon des années 80 ne ressemble pas au pavillon des années 2000 ou des années 2000. Grande différence entre ces deux regardez, quand vous voyez des volets, surtout des volets plans en bois, là vous êtes dans les années 80-90, quoi. Parce qu'aujourd'hui on n'en met plus, soit pas de volets. Et encore, on en revient mais on va mettre des volets roulants. On va plus mettre. Si vous voyez dans un lotissement où vous voyez du crépi bien rustique là comme ça, qui gratte, si on se frotte, on est tout griffé. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, on va faire plutôt des choses frottées, etc. Quand vous voyez chez mes parents, par exemple, du crépi passé au mur à l'intérieur, ça c'est fini, on le fait plus. C'est les années 70. Ça c'est les années 70 aussi. Oui. Et aujourd'hui, par contre, quand vous voyez des grandes dalles blanches ou des grandes dalles grises posées par terre, avec des espaces, si possible, un peu, on voit il y a une espèce de mezzanine, on a une ouverture comme ça, là vous êtes dans les années 2010, 2020. Quoi. Donc chaque décennie a ses modes et son esthétique. Le temps passe, mais on est face à un pays, une France, une population qui vieillit, c'est un enjeu aussi, ça, de comment vivre vieux dans une maison. Est-ce que il y a une réflexion autour de cette question des architectes à l'heure actuelle ou... Non, pas beaucoup. Enfin, il y en a eu dans les années 70, c'était les architectes utopistes qui disaient c'est marrant, on investit dans des voitures et on est prêt à la changer quand on n'en a plus besoin, et on n'est pas prêt à changer de maison. Donc il faudrait construire des maisons dont on changerait, qui s'adapteraient. Alors il y en avait qui disaient il faudrait que la maison soit un escargot, on ferait des spirales en plus quand il y a plus d'enfants, puis après on enlève des spirales quand il y a moins d'enfants. On pourrait être comme ça, vivre. Il y en avait d'autres qui disaient il va falloir faire des maisons mobiles. Voilà, il y a eu beaucoup de réflexions sur un habitat qui s'adapterait aujourd'hui. Mais il y a la très belle chanson de Bellamar, 4 murs et un toit, c'est-à-dire sur le rêve du pavillon. Un couple divague sur la maison future, ils ont envie de s'acheter ce pavillon, ils achètent ce pavillon, et puis après le pavillon est tout vide, il n'y a plus personne, les enfants sont partis, il est trop grand. Voilà. C'est vrai que la maison, ce n'est pas que des murs et un toit, c'est tout ce qu'on y met de réalité, de rêve aussi, d'espoir, c'est ça là. De rêve. Ce que ça raconte. Moi, je trouve que c'est un peu notre showroom personnel, c'est-à-dire dans lequel on montre qui on est et qu'est-ce qu'on est, de quoi on rêve et qui on est vraiment. Merci Jean-Louis André. Notre chez-soi, la Maison des Français, depuis plus de 30 ans, c'est votre dernier essai, c'est assez passionnant, c'était aux éditions Odile. Jacob, merci d'avoir été en direct avec nous. Point de vue, c'est déjà
fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez à la présentation de l'émission Vincent Roux. D'ici là, passez une bonne journée sur Le Figaro TV.